Bonjour, Monsieur Fombor. Bonjour, Monsieur Rémi Ngono. Je vous remercie de m'accorder cet entretien concernant l'assassinat de Brian Fombor. Je devrais dire que vous êtes un membre de la famille et que j'ai ouvert ce dossier et je voudrais que non seulement le Cameroun, l'Afrique, mais le monde puisse connaître exactement ce qui s'est passé par rapport à cette enquête que je suis en train de réaliser. Première des choses, comment avez-vous appris la mort de Brian Fombor? Oui, Monsieur Ngono, donc dans la nuit du 5 juin 2020, donc j'ai des multiples messages, que ce soit les SMS ou des appels, que ce soit les messages sur WhatsApp, donc venant du Cameroun, me signalant qu'il y a un incident grave qui s'est produit et que Boris aurait été assassiné, agressé, donc à coups de couteau. Donc sur ce, j'appelle donc ma sœur, sa maman, qui me le confirme. Et puis je vous avoue que ça a été une nuit blanche, une incompréhension totale. Donc j'ai essayé de savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Malheureusement, quand on est dans le choc, on n'a pas toujours de réponse à apporter. Donc en creusant dans les différents points, j'ai pu avoir quelques informations sur le déroulé de sa soirée, qui il devait voir, et j'ai même pu obtenir le numéro de la personne. Alors, comment sa soirée s'est déroulée et comment a-t-il fait pour se retrouver avec Ivana et Somba? Donc, ses amis très proches chez lui étaient en train de passer une soirée comme tous les jeunes le font. Donc, voilà. Et entre-temps, sur la base de ce que disent ses amis, il a reçu un appel de la dite demoiselle, donc Ivana, lui demandant de passer le voir. Donc, chose qu'il aurait dû faire, dit-on, beaucoup plus tôt, c'est-à-dire avant 20 heures, mais malheureusement, il est passé chez elle beaucoup plus tard, donc aux alentours de 21h30, 22h. Une fois de plus, sur la base de ce que ses amis disent, quand il se sépare d'eux, il a dit au revoir, bon, je vais voir Ivana, donc il est parti, donc aux alentours de ces heures-là. Et je vous rappelle que c'est témoignage des amis parce que son téléphone, on n'a pas reçu, on n'a pas retrouvé son téléphone qu'on aurait pu faire borner ou faire parler sur les échanges qu'il y a eu. Donc voilà, c'est sur la base du témoignage des amis. Et effectivement, il s'est rendu chez elle parce qu'elle m'a fait la confirmation le samedi. C'est elle-même qui vous a confirmé, vous l'avez appelée ou c'est elle qui vous a appelé? Non, 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 c'est moi qui ai appelé tout simplement parce que dans la famille Fombo, je suis le responsable de famille, ce qu'on appelle le papa, comme on dit entre guillemets. Donc voilà, donc suite à ça, je dis ah, je vais quand même l'appeler parce que je voulais comprendre les derniers instants de vie de mon neveu, tout simplement. Donc j'ai appelé, elle a décroché, je lui ai dit merci de me prendre, voilà, je suis Fombo, l'oncle de Boris. Ah oui, d'accord, il m'a parlé de vous, les échanges, les amabilités d'usage, et puis je lui ai demandé est-ce qu'elle est disposée à me parler ou à me répondre parce que j'ai une question à lui poser textuellement, hein, et puis je lui ai dit, elle me dit non, qu'elle a déjà fait on appelle ça quoi, une main courante ou une Une plainte déposition? à la gendarmerie. Je lui ai dit que oui, mais tout ce qui est aspect gendarmerie judiciaire, moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'aimerais savoir, comme tu étais la dernière à l'avoir vu en vie, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Donc, elle m'a dit, il est passé, il discutait, et puis il y a eu une moto. Enfin, le récit qu'il y a eu après, c'est le même qu'elle m'a fourni, et donc jusqu'au lieu où elle m'a fait comprendre qu'ils ont été agressés parce que il y avait du monde. Elle, je crois, on a voulu lui prendre son téléphone et lui, il est descendu. Il a dit qu'il descendait discuter avec les gars et puis dans la descente, il a reçu les coups de couteau.
Voilà, ça c'est ce qu'elle m'a dit. Et je tiens aussi à préciser que le lendemain, je crois que sa maman m'a appelé, donc on a discuté. Et puis je lui ai fait comprendre que oui, mais parce que la maman voulait aller présenter les condoléances à Esther, enfin à ma sœur. Donc je lui ai dit que c'est encore chaud l'assassinat de Boris. Si elle ne veut pas recevoir, ce n'est pas grave. Il faut laisser le temps au temps, qu'elle digère, que tout le monde digère. Et puis voilà, ce n'est pas un problème en soi. Voilà. Alors, sur certains éléments, elle vous a dit que Brian avait été agressé par des Ben Skinner, mais selon d'autres éléments, est-ce que vous n'avez pas obtenu les vidéos par rapport à cet événement pour confirmer la version des faits? Parce qu'à cet endroit, selon nos informations, il y a des caméras. Et, effectivement, oui, il avait été dans la version qui m'est donnée, il avait été agressé par les Ben Skinner. Et dans l'enquête qui est menée, et effectivement, nous aussi on apprend qu'il y a des vidéos dans cet endroit, donc automatiquement, je crois que la personne en charge de l'enquête a dû se saisir de ces vidéos et qui établissent le contraire de ce qui est dit. Parce que à cet endroit, sur ces images, dit-on, il n'y aurait que 7 à 8 personnes, donc ce qui est loin d'un attroupement tel qu'on les connaît en cas d'incident au pays. Voilà, tout simplement. Donc ça amène une question, pourquoi cette hypothèse-là, ou cette thèse-là selon laquelle c'est les Ben Skinner, alors que j'apporte une précision, quand on a fait l'autopsie du corps de Boris et le nombre de coups de couteau qu'il avait reçus, ces coups de couteau ne pouvaient pas être donnés par des Ben Skinner, tout simplement parce qu'il y avait une précision dans les attaques qui avaient été portées, et ces types de précisions sont faites par des professionnels. Enfin, c'est mon point de vue et c'est ma conviction. Je veux dire que oui, un boucher sait comment il dépaisse son animal. Voilà, un professionnel sait comment il utilise les couteaux, et puis les lames, elles étaient quand même assez profondes, assez longues, pardon. Donc ça ne peut pas être ce qu'on appelle communément les Ben Skinner. Et monsieur Ngono, je vais vous dire quand même quelque chose. Oui. Quand quelqu'un arrache un téléphone ou bien vient vous voler de l'argent ou bien casse une voiture, enfin vide une voiture, il a 2 facteurs contre lui. La surprise de la population et puis le temps. Donc pour lui, il faut qu'il opère entre la première seconde et la 30e ou la 45e seconde. Au-delà de ça, il s'expose. Donc, je ne pense pas que dans ce type d'attaque, ce soit déroulé en 45 secondes et pour que les gens se défilent. Et puis, il y a un facteur aussi qui est là, c'est que il y a un chauffeur taxi qui a fait un témoignage selon lequel lui, quand il est passé à cet endroit, il avait exactement le dispositif qui est celui qui est présenté par les caméras, c'est-à-dire que 7 à 8 personnes, qu'il n'y avait pas d'attroupement. Ce témoignage de ce chauffeur taxi existe dans l'instruction de ce dossier. Et comme nous, on n'a pas accès à l'instruction, vous comprenez bien que je ne peux pas vous dire ce qu'il en est, effectivement. Et vous avez dit tout de suite qu'il a reçu beaucoup de coups de couteau. Alors, à peu près combien de coups de couteau, et pourquoi ne s'est-il pas défendu, selon vous? Parce qu'il semble qu'il avait quand même au moins 1,96 m. Oui. Boris, c'était un grand bébé, 1,96 m, 96, pardon, puis bien en chair. Oui, donc les indications, selon ce que je sais, font état d'un coup de couteau d'abord reçu dans le dos.
Vous savez, quand vous recevez un coup de couteau dans le dos, la surprise est telle que, ou l'étonnement, vous allez vous retourner, etc. Donc, le premier coup de couteau qui était un coup de couteau qui a quand même fait beaucoup de dégâts, donc c'est pour ça qu'on parle, moi je pense que c'est des professionnels, était un coup de couteau, surprise dans le dos, et un second, et ensuite il y a eu un acharnement de face. Oui. Le nombre exact, je ne l'ai pas, mais il y a un acharnement de face. Je crois que les médecins légistes doivent avoir les photos. Donc, il y a eu un acharnement. C'était pas beau à voir. Quand on veut voler une montre ou, je sais pas, de l'argent, on va pas faire, voilà, ce genre de... On va vous piquer peut-être la fesse pour vous effrayer, mais on va pas vous donner 5-6 coups de couteau. On est bien d'accord. Donc, moi, ça m'interpelle. Pourquoi autant de coups de couteau? Pourquoi cet acharnement? Est-ce que c'était dans le but du vol? Non, je ne crois pas. C'est faux. On peut me raconter ce qu'on veut, on peut me donner toutes les hypothèses qu'on veut. Non, il était la cible de quelque chose. De quoi? Je n'en sais rien. Et j'espère qu'on aura justement les informations, qu'on saura pourquoi lui, ce jour-là, est victime d'un tel acharnement. Autre chose, dans l'enquête que nous sommes en train de mener, nous avons eu des témoignages que Boris s'était rendu chez Ivana à l'Omnisport et que, curieusement, ce jour-là, il n'était pas entré à la maison alors que généralement, il entre. Est-ce que vous, de votre côté, avez aussi eu une telle information? Oui, oui, oui. Ça, cette information, je l'avais eu préalablement entre le jeudi et le samedi quand j'ai la dame, madame Ivana, donc Sopa. J'ai cette information et elle me le confie même d'ailleurs. Elle me dit qu'elle a reçu dehors, à l'extérieur, pardon, donc de la concession parce que son fils ou sa fille, je me rappelle plus, mais son enfant dormait à l'intérieur. Voilà. Donc elle me le confirme. Donc ils étaient à l'extérieur quand tout se passe. Et puis de toutes les façons, oui, c'est une vérité parce que je pense que le gardien peut l'attester ou a dû l'attester ou a dû voilà le confirmer. Donc voilà. La raison pour elle, c'est son enfant dormait à l'intérieur, il est arrivé tard, donc voilà. Mais je précise quand même que Boris connaissait son enfant, hein, donc ils se connaissaient, donc voilà. Alors, après cette enquête, après cet incident, est-ce que vous avez déposé plainte et quelle a été la suite qui a été réservée? Est-ce que Ivana avait été au moins provisoirement mise en cellule? Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'elle dormait hors de la cellule ou à l'intérieur de la cellule? Oui, monsieur Ngono, vous comprenez bien que moi, les confirmer si elle dormait à l'intérieur ou à l'extérieur, bon, il y a eu tellement comment on appelle ça, de, de, de choses dites à ce sujet que n'étant pas moi-même sur place. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, effectivement, elle avait été entendue pendant un laps de temps assez important. Hein. Donc, elle avait été entendue. Et ce qui nous était revenu, c'est que bon, elle bénéficiait de beaucoup de facilités. Et puis voilà. Maintenant, après, est-ce qu'elle dormait ou pas, je peux pas le dire, tout simplement parce que n'étant pas présent. Maintenant, ça ne relève pas de l'impossible. Hein. Vous savez que voilà, il y a des choses qui se font maintenant qui n'ont aucune logique. Donc voilà. Par contre, oui, elle a été entendue. Donc elle n'est plus sous le régime de la garde à vue depuis longtemps. Donc je crois qu'elle s'est même mariée, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça. Donc elle est entendue. Mais nous, par contre, voilà, elle a été entendue, mais on n'a pas de rendu. Il faut qu'on sache où en est cette histoire. On ne peut pas laisser ce meurtre comme ça sans savoir ce qui s'est réellement passé. C'est tout ce qui nous intéresse. Boris, il est mort, il a été assassiné. Pourquoi? Par qui et comment? C'est ce qui nous intéresse. Et quels sont ceux qui ont joué des rôles dans son assassinat, tout simplement. Donc, à votre niveau, vous ne savez pas où se trouve le dossier. Le dossier n'a jamais été appelé au tribunal. Ça stagne. Le
dossier n'a jamais été appelé, sinon ça se serait su, ne vous inquiétez pas. Donc, ils ont, ses amis attendent avec impatience, donc ils auraient relayé un tout petit peu. Non, ça n'a jamais été appelé. Est-ce que l'enquête est complètement bouclée? Est-ce que c'est au niveau de la chancellerie? Est-ce que c'est au niveau... Au point où on en est, je vous avoue que c'est un peu dans une espèce d'inconnu. Mais je pense que ce soit la mère, nous, tous les enfants, bon, on s'est juré. Il faudrait que cette affaire, aujourd'hui ou demain, il y aura ce procès. Moi, je peux vous le garantir. Aujourd'hui ou demain, peu importe. Pourquoi est-ce que le procès n'est pas fait pour l'instant? Bon, d'aucuns me disent que oui, le temps de la justice, c'est pas le temps des hommes. Ok, d'accord, je veux bien. Il n'y a aucun problème. Mais j'espère que, in fine, on saura pourquoi, par qui et comment est décédé Brian Boris Fombo. L'enquête a connu beaucoup de bifurcations, est partie de service en service. Est-ce que vous êtes au courant comment est-ce que ça a dû déménager jusqu'à ce que, selon nos dernières informations, c'était finalement le délégué général de la Sûreté nationale, M. Martin Bargamingele, qui donnait les dernières instructions? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ce dossier connaisse autant de passages de service en service? Il semblerait, je dis bien il semblerait parce que on nous a jamais écrit ça, ni nous le confirmer, mais après, comme on lit, comme tout le monde, vous savez bien qu'on lit tous, et puis il y en a qui sont dans les secrets, donc on peut avoir des informations. Il semblerait qu'il y a eu une espèce de chape de plomb sur ce dossier. Il y a eu des irrégularités, il y a certaines pièces, il y a certaines... Voilà, il y a eu un détournement du sens réel de l'enquête. Pour quelle raison? On n'en sait rien. J'espère que là aussi, on saura pourquoi, parce que si on sait pourquoi, ça veut dire qu'on inquiète, ou ça inquiète quelques-uns, ou quelques personnes, peu importe. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, oui, et maintenant, où en est le dossier? Nous, on sait que ça a été repris, ça suit son cours. On pense même que c'est terminé, donc on attend quelle suite sera donnée par le procureur. Je suppose que c'est lui qui est en charge de tout ces, au nom de la République, donc par le procureur. Et puis, on espère vivement qu'on pourra savoir, grâce à un procès, ce qui s'est vraiment passé. Et puis développer, et puis, comment on appelle ça, dénoncer un certain nombre de contradictions qui apparaissent de façon flagrante. Il ne faut pas être un officier de police judiciaire pour comprendre les contradictions, et puis pour se poser les bonnes questions, tout simplement. Parmi ces questions, justement, vous avez dit qu'au niveau de l'attroupement, Ivana semblait être sereine et qu'elle était plutôt entourée de 2 ou 3 personnes. Sur la base du témoignage du chauffeur taxi et des images de cette scène, c'est ce qui apparaît. Donc, il n'y a pas d'attroupement. À ce moment-là, j'entends, hein, à cet instant-là. Donc, après, peut-être probablement, il y a eu un attroupement parce que chaque fois qu'il y a un événement aussi fort que celui-là, oui, les gens réagissent. Mais à l'instant T où Boris est allongé, où le chauffeur taxi fait son témoignage et où l'image fige la zone, il n'y a pas d'attroupement. Voilà, donc ça c'est un élément au moins qui est clair. Et donc l'attroupement, est-ce que ça vient après? De toutes les façons, sur ce point-là, à ce moment précis-là, il n'y avait pas d'attroupement. Le chauffeur taxi a bien distingué le corps puisqu'il a fait ses témoignages aussi. Selon certaines informations qui ont été balancées dans les réseaux sociaux, Boris, sa mère, serait une protégée de la première dame, Chantal Biya. Alors, pourquoi est-ce que la présidence de la République ne s'occupe pas de cette affaire? Et puis, justement, parlant de cette relation, quel genre de relation entretient la mère de Boris avec la première dame du Cameroun? Alors là, Monsieur Ngono, je suis surpris d'apprendre qu'elle a des relations directes avec la première dame du Cameroun. Non, je ne sais pas, je ne crois pas, je ne le pense pas ainsi. Maintenant, par contre, oui, elle connaît, voilà, elle a sa tata, comme on dit, qui est avec elle,
qui est dans l'entourage, mais c'est pas la première dame. Et c'est des relations de longue date qui n'ont rien à voir. Et puis, il n'y a même pas de protection. Moi, imaginez un seul instant quelqu'un de protégé qui subit ce genre de truc et on ne réagit pas. Ça révélerait de la faiblesse même de la République. Je pense. Je veux dire que quand vous êtes protégé, vous avez accès à tout. La réaction des enquêtes sont plus rapides. Non, je pense que le fait que nous ne soyons même pas protégés dans ce dossier fait que ça traîne. Parce que si on avait les bras aussi longs, je crois qu'on aurait bouclé. Ça va faire 1 an le 5 juin que Boris est décédé et on avance petitement, on n'a pas toute la lumière sur ce dossier. Vous comprenez? Maintenant, après, on va mettre en avant ceci ou cela. Non, non. Elle n'a pas de relation particulière avec la première dame. Ça, je peux le certifier. Et voilà. Donc, après, que les gens aient pu être choqués par le type de crime parce que, justement, cette bande, la bande à Boris, connaissait beaucoup de gens, etc. Et que vous savez très bien que les réseaux sociaux, c'est un vecteur d'information à vitesse grand V. Donc, avec la célérité de l'information que les gens aient appris, c'est possible. Mais le crime en lui-même était choquant. Ça, vous pouvez vraiment, personne ne va dire le contraire. Et je tiens à dire que je tiens à remercier tous ceux qui parlent de ce qui s'est passé afin qu'on n'oublie pas. Mais parmi les Cameroun, ce qui se passe au Cameroun, il y a beaucoup d'autres enfants qui subissent, qui sont victimes, mais qui n'ont pas cette chance d'avoir les médias qui en parlent ou bien les réseaux sociaux qui en parlent. Afin qu'on n'oublie pas tout cela, moi je pense qu'un procès serait très important. Il faut qu'on fasse un procès. Il faut qu'on évite cette espèce de comment on appelle ça, des gens intouchables au Cameroun. Je ne sais pas s'il y en a, peu importe. Mais qu'on sache simplement que la vie, c'est un cycle. Aujourd'hui, je suis puissant, demain, je ne serai pas puissant. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. Alors, selon nos enquêtes, ce jour-là, bien évidemment, quand Boris arrive à la maison, il y avait une voiture qui était également là. Et aussi, il y a une personnalité et qui ressort, ou alors deux, à savoir Bruno Bidjan qui a été mis en cellule, et il y a aussi son patron, à savoir M. Amour Belinga, qui entretenait des relations sentimentales, des relations amoureuses avec Ivana. Alors, vous, de votre côté, est-ce que vous savez réellement pourquoi est-ce que Monsieur Bruno Bidjan a été interpellé, gardé à vue et puis sorti? Non, on n'en sait rien parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le dossier de l'instruction. C'est un peu la difficulté dans ce type d'affaires. Bon, on a appris dans les réseaux sociaux qu'il avait été, je crois, entendu, je dis bien je crois, parce que tant qu'on n'a pas cet élément qui permet de le dire, c'est difficile, mais je crois qu'il avait été entendu. Et donc, après, en ce qui concerne la mise en cause de monsieur Belinga, bon, après, les gens ont écrit, mais malheureusement, et c'est ce que nous on souhaite, que l'instruction, si elle est finie, qu'on accède enfin au dossier d'instruction, qu'on sache réellement qui sont ceux qui sont mis en cause. Ça éviterait de faire un certain nombre, de notre part, hein, j'entends, de supputations ou d'hypothèses ou voilà, parce qu'on n'a pas toujours accès à ces éléments-là. Mais dans les réseaux, c'est vrai que les gens en ont parlé, mais à titre personnel ou même à titre familial, on n'a pas eu accès. Si c'est pour vous rassurer là-dessus, on n'a pas eu accès à ces mises en cause-là. Et justement, est-ce que Boris avait aussi des relations avec le Congo? Parce que M. Amour Belinga, lui également, il a beaucoup de relations et beaucoup d'entre eux au niveau du Congo, au niveau du palais présidentiel. Est-ce que Boris s'y rendait également? Oui, il a dû s'y rendre oui, 2-3 fois parce qu'il a son ami. Bon, je citerai pas hein, avec qui d'enfance. Voilà, son ami avec qui font. Ils travaillent, tout comme ceux du Cameroun. Permettez-moi de pas citer les noms, tout simplement, parce que voilà. Mais sauf que, oui, ils s'y rendraient.
là-bas en Côte d'Ivoire, voilà, ils faisaient leur déplacement comme tous les jeunes qui entreprennent. Bon, ils n'étaient pas le leader de l'entrepreneuriat dans ce groupe-là, mais ils entreprenaient ensemble. Donc voilà, oui, ici est rendu, oui, ici est rendu plus d'une fois, en vol privé, voilà, tout simplement. Est-ce Voilà. est-ce que vous avez encore eu des nouvelles d'Ivana Somba et de sa mère? Non, non, je vous avoue que non. Et puis, pour plus de sérénité et puis pour éviter des interprétations autres, je n'ai pas appelé, ils m'ont pas appelé, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, j'espère qu'ils vont bien, tout simplement. Et puis, voilà. Et nous, on est toujours dans l'attente. Voilà. Et dans cette attente, justement, on nous avait aussi dit que certains scellés étaient portés disparus. Et aussi, avez-vous pu obtenir des relevés téléphoniques? Alors, moi, il y a deux éléments. Hein. Pour les scellés, on a appris comme vous avez appris. Voilà, maintenant, est-ce que, en général, quand ce genre d'éléments arrive, je suppose qu'on les mentionne dans les dossiers. Donc, comme on n'a pas au dossier, en restant sûr, aurait disparu, comme vous avez dit. Mais concernant le bornage ou le relevé téléphonique de Boris, en plus, il avait un modèle de téléphone, c'est les iPhones. Les iPhones, on peut relever toutes les conversations si on veut, on peut les prendre, on peut les sortir. Dans son opérateur qui était Orange, je sais qu'en son temps, moi, dès le 10, le 9, le 10 juin, je disais à ma sœur de demander de demander à un juge, à l'avocat, de faire une requête auprès de son opérateur pour qu'on ait, on borne son téléphone. Vous savez très bien comment ça se passe. Vous déplacez votre téléphone, c'est des mouchards, donc il n'y a pas de problème. Quand on borne, ça nous aurait permis d'avoir les heures exactes. Donc ça permettrait, si vous voulez, d'affirmer ou d'infirmer certains propos. Et ensuite, on pouvait savoir, en termes de communication, avec qui il a communiqué 2 heures avant. Et je rappelle, ah oui, ça me revient, parce que le samedi où je discute, les amis me disent, et ça je le dis à la jeune dame, les amis me disent que son téléphone est toujours ouvert. Et moi, je lui pose la question à Madame Ivana, je lui dis, est-ce que, question de parents, est-ce que tu as est-ce que tu as le téléphone de Boris? Elle me dit non. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, quand elle me répond, parce que les amis de Boris voulaient me faire comprendre qu'elle avait le téléphone. Je dis, je n'en sais rien, je vais poser la question. Peut-être naïvement ou de bonne foi, il n'y a pas de problème, moi je posais la question. Donc, pour dire qu'on aurait pu faire parler, on peut même encore faire parler son téléphone. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est dans l'instruction? Monsieur Ngono, je ne peux pas vous dire. Donc, voilà. Donc, beaucoup d'interrogations, et pour résumer, 1,96 m, il se fait poignarder durement et avec beaucoup de précision, une précision chirurgicale. Puis, un téléphone qui reste ouvert sans être fermé. Et puis, aussi, une voiture qui était garée devant la maison. Et puis, bien sûr, quand il arrive, lui qui entre souvent dans la maison d'Ivana et qui connaît son fils, est reçu à l'extérieur. Et puis, il y a aussi, comme vous le dites, le dossier qui stagne, on ne sait pas là où ça va. Beaucoup de choses. Donc, nous n'avons pas aussi pu avoir des éléments concrets dessus et qui font quand même qu'on se pose des questions encore aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez adressé, au regard de tout ce petit résumé que je viens de faire, est-ce que vous êtes en contact ou avez adressé un courrier au garde des Sceaux, donc au ministre de la Justice, pour savoir exactement ce qui se passe?
Non, non, non. Il n'y a pas eu de courrier adressé au garde des Sceaux parce que tout simplement parce que l'instruction était devait ou doit être bouclée. Donc parce que comme on l'a constaté, il y a eu quelques irrégularités dans l'ancienne enquête. Donc voilà, devait être bouclé. Et donc on attend donc qu'on nous dise que c'est bouclé, qu'on y accède, et qu'on nous donne une date à peu près approximative pour un procès. Et si on n'a pas tous ces éléments, on pourra écrire. On est en droit d'écrire, on est en droit de demander justice. On est des citoyens camerounais, c'est un enfant camerounais. On est en droit de demander ce qui se passe, de demander justice à ceux qui ont la charge de nous mettre en sécurité. Donc, on y va étape par étape. Même s'il y a eu des problèmes, des petits couacs avant, nous faisons, moi je le dis, je fais confiance en la justice, je fais confiance en la justice. On ira à l'étape suivante dès qu'on nous informe que l'instruction est bouclée, en espérant que l'avocat ait accès ou l'avocate ait accès au dossier. Enfin, pardon, qu'on ait accès, nous, au dossier, parce qu'on va se porter partie civile, pour ceux qui sont localement présents. Et donc, ça nous permettra de voir les différents points ou de revenir sur les différents points. Et s'il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, oui, on écrira, il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir accordé cette interview. Et puis, avant de nous séparer, avez-vous un dernier mot par rapport à ce problème? Oui, monsieur Rémi Gonin, bon, je sais que les gens qui vont écouter vont dire, ah oui, Samy connaît Rémi. Oui, non, on se connaît avec Camerounais, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis ce que vous faites, je suis ce que tu fais, je peux faire le dire comme ça. Je suis, et il y a toi, il y a d'autres. Et pour moi, ce qui est important, c'est tous ceux qui font qu'on n'oublie pas ce dossier ou qui font rappeler ce dossier parce que c'est important. Ce n'est pas qu'important pour nous, ce n'est pas qu'important pour la justice de Boris, c'est important pour de nombreux anonymes qui n'ont pas cette capacité, qui n'ont pas cette chance qu'on puisse parler d'eux. C'est important qu'on ne les oublie pas, qu'on ne s'assied pas sur les dossiers au Cameroun. Voilà, il faut, on est un grand pays, il faut qu'on le prouve. Quand il y a un problème, il faut qu'on le résolve. Donc moi, c'est un espoir, c'est un cri. J'ai accepté parce que pour moi, c'est un cri, c'est un appel. Il faut qu'on sache quelle est la vérité sur ce dossier. Brian Boris Fombo, et je vous remercie infiniment. Merci pour cet entretien, pour votre disponibilité et au revoir en espérant que justice sera faite. Merci.